Une famille de 4 personnes part en road trip à travers la vallée de la mort, l'un des paysages les plus dangereux d'Amérique. La température dépasse les 46 degrés Celsius. Le terrain est interminable, isolé, mortel. Ils ne seront jamais revus. Aucune opération de secours, aucun indice, seulement une mini-fourgonnette verrouillée et un silence total. Pendant 13 ans, aucun élément de preuve ne réapparaît, jusqu'à ce que 2 randonneurs imprudents s'écartent du sentier et découvrent quelque chose qui allait tout changer. Ce n'est pas d'une simple affaire de disparition. C'est l'histoire des Allemands de la vallée de la mort, une famille dont les vacances de rêve se sont transformées en cauchemars, laissant les autorités perplexes pendant plus d'une décennie et révélant la puissance terrifiante d'un seul mauvais choix. Le 27 juillet 1996, une mini-fourgonnette verte Plymouth aurait dû être restituée à une agence de location à Los Angeles. À la place, elle reposait, à moitié ensevelie sous le sable, dans l'un des recoins les plus reculés de la vallée de la mort. Ses passagers, introuvables. Que s'est-il passé pour Egbert Rimkus, sa compagne Cornelia Meyer et leurs 2 jeunes enfants? Cela reste l'une des disparitions les plus glaçantes de l'histoire américaine. Revenons au 8 juillet 1996. À l'aéroport international de Seattle-Tacoma, 4 voyageurs enthousiastes venus de Dresde, en Allemagne, descendent de l'avion, impatients de vivre ce qu'ils croient être l'aventure d'une vie. Egbert Rimkus, 34 ans, est architecte, avec des rêves plus grands que sa ville natale. Il voyage avec son fils de 11 ans, Georg Weber. Il y a également Cornelia Mayer, connue de ses amis sous le nom de Connie, la compagne d'Egbert, âgée de 27 ans. Et enfin, le petit Max Meyer, fils de Connie, âgé de 4 ans. Ils avaient économisé pour ce voyage, planifié chaque détail, emporté avec eux l'excitation de découvrir un nouveau continent. De Seattle, ils prennent immédiatement un vol pour Los Angeles, où ils récupèrent leur voiture de location. Une mini-fourgonnette Plymouth Voyager verte, modèle 1996. La famille passe ses premiers jours dans le sud de la Californie, dans la région de San Clemente, profitant du soleil côtier et s'adaptant à ce vaste pays. Au cours du voyage, Rimkus appelle sa banque en Allemagne pour demander un virement de 1 500 $ vers la Californie et envoie un fax à son ex-femme pour lui demander des fonds supplémentaires qui ne seront jamais envoyés. Avant d'entrer dans le parc, la famille allemande roule en direction de la vallée de la mort le 22 juillet 1996, alors que les températures grimpent jusqu'à 51 degrés Celsius. L'asphalte vibre sous les vagues de chaleur et l'air lui-même semble brûlant. Mais ils avaient fait leurs recherches, ou du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Au centre d'accueil de Furnace Creek, ils achètent 2 exemplaires du texte du musée du Monument national de la vallée de la mort. Fait crucial, ce sont des éditions en langue allemande, censées les guider dans la compréhension de cet environnement étranger. Plutôt que de payer pour des hôtels coûteux, ils décident de dormir dans leur mini-fourgonnette, dans une zone appelée Anaupa Canyon, près de Telescope Peak. Le lendemain matin, le 23 juillet, la famille part explorer. Ils visitent plusieurs sites touristiques, prenant des photos avec un appareil photo Praktica 35 mm. Les enquêteurs examinent le registre des visiteurs du site de la mine de Warm Spring, situé sur la route entre la vallée principale et une vallée secondaire. Une entrée datée du 23 juillet, rédigée en allemand, y figure « Nous passons par le col », signé Connie, Egbert, Georg, Max. Le col mentionné est probablement Mengelpass, un itinéraire qui semblait simple sur leur carte en allemand, mais qui était en réalité extrêmement périlleux, praticable uniquement avec un véhicule tout-terrain. Leur mini-fourgonnette, conçue pour les routes urbaines et autoroutes, n'avait aucune chance sur ce type de terrain. Au cours de leur exploration, ils visitent également la Geologist's Cabin dans Bud Valley, emportant un drapeau américain comme souvenir. Il ne s'agissait pas de vandalisme, mais d'un geste impulsif de touristes, ne comprenant pas la signification de ce qu'ils prenaient. À mesure que la journée avance et que la chaleur devient accablante, la famille prend une série de décisions qui, à l'époque, semblaient logiques, mais qui allaient se révéler fatales. Leur guide montrait une route apparemment plus courte pour revenir à la vallée principale, une piste appelée Anvil Canyon. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une vraie route,
mais d'un ancien chemin minier abandonné depuis des décennies. Et ce qu'ils ne pouvaient pas imaginer, c'est que ce mauvais virage allait les faire disparaître à un point tel qu'il deviendrait l'une des affaires de disparition les plus énigmatiques des États-Unis. À la fin de la journée du 23 juillet 1996, la famille allemande se retrouve piégée dans l'un des endroits les plus isolés et hostiles de la planète. Sans moyen d'appeler à l'aide et avec très peu de chances de secours, leurs vacances deviennent une lutte pour la survie. La famille avait réservé un vol depuis Los Angeles pour rentrer en Allemagne le 27 juillet 1996, mais rien ne prouve qu'ils aient embarqué ou quitté les États-Unis. L'ex-femme de Rimkus, Heike Weber, commence à s'inquiéter lorsque son ex-mari et son fils ne rentrent pas de vacances, et elle entame des démarches pour découvrir leur sort. Les autorités allemandes contactent leurs homologues américains, mais sans scène de crime, sans témoins et sans juridiction claire, l'affaire tombe dans un vide administratif. Les Allemands étaient des ressortissants étrangers, entrés légalement dans le pays. Et puis, plus rien. Ils auraient pu aller n'importe où, faire n'importe quoi, ou peut-être avaient-ils mis en scène leur propre disparition pour des raisons que personne ne pouvait comprendre. Le 21 octobre 1996, près de 3 mois après la disparition de la famille allemande, Dave Brenner, garde du parc national de la Vallée de la Mort, effectue une mission de surveillance aérienne à bord d'un hélicoptère, à la recherche d'éventuelles installations clandestines de fabrication de drogue dans les zones les plus reculées du désert. Dans Enville Canyon, à environ 3,8 km en aval de Willow Spring, il aperçoit un véhicule qui n'avait rien à faire là. Ce n'était pas un 4x4 robuste, comme on pourrait s'y attendre sur une piste minière abandonnée. Brenner est immédiatement soupçonneux. Enville Canyon est une zone officiellement protégée depuis la loi de 1994 sur la protection du désert, ce qui interdit tout véhicule motorisé. Les anciennes routes minières avaient été fermées depuis des décennies, abandonnées après la panique financière de 1907 qui avait mis fin à la plupart des exploitations de la région. Lorsque l'hélicoptère se pose, Brenner s'approche du véhicule avec précaution. La Plymouth Voyager 1996, immatriculée en Californie, est verrouillée. 3 pneus sont complètement à plat et le sable autour montre clairement que quelqu'un a tenté désespérément de la faire sortir, malgré les pneus dégonflés. Les essieux sont profondément enfoncés dans le sable. Il est évident que la voiture est là depuis un long moment. Mais où sont les passagers? Brenner appelle des renforts par radio et commence les démarches pour identifier les locataires du véhicule. Lorsque la police autoroutière de Californie vérifie les plaques d'immatriculation, elle découvre que le véhicule avait été déclaré volé par la police de Los Angeles le 10 septembre 1996. Il appartenait à l'agence de location Dollar Car Rental et avait été loué par 4 touristes allemands le 8 juillet. Mais cette découverte soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Si les Allemands étaient bloqués ici depuis la fin juillet, leurs corps auraient dû être retrouvés. Sous la chaleur estivale de la vallée de la mort, la survie sans abri et sans eau se mesure en heures, pas en jours. Le 22 octobre, l'enquêteur du parc national de la vallée de la mort, Eric Iman, fut transporté sur les lieux pour entamer un examen approfondi. À l'exception des traces laissées par Dave Brenner la veille, aucun autre pas n'était visible autour du véhicule. Ce qu'il découvrit à l'intérieur de la fourgonnette brossait le portrait de vacances familiales, ayant pris une tournure désastreuse. La fourgonnette contenait tout ce que l'on attendrait de touristes. Bagages, vêtements, jouets d'enfants, matériel photographique et plusieurs pellicules encore intactes. On y trouvait aussi des bouteilles pleines de bière et de bourbon, des sacs de couchage et du matériel de camping. Plus révélateur encore, l'un des guides en langue allemande achetés au Furnace Creek Visitor Center était posé sur l'un des sièges. Mais on y voyait également la preuve du grave déraillement de leur itinéraire. Le drapeau américain dérobé à la cabane du géologue dans Butte Valley démontrait qu'ils s'étaient rendus dans cet endroit reculé. Des emballages alimentaires et des traces de déjection humaine autour de la fourgonnette laissaient supposer qu'ils y avaient passé au moins une nuit. L'altitude à l'endroit où était bloquée la fourgonnette était d'environ 900 mètres. Ainsi, le 23 juillet, date où les enquêteurs estiment que la famille s'est retrouvée piégée, la température maximale aurait été proche de 42 degrés Celsius,
avec des minimales nocturnes d'environ 26 degrés Celsius. Des conditions survivables seulement si l'on dispose d'eau et d'abris suffisants. Mortelles, sinon. La fourgonnette fut soigneusement retirée d'Anvil Canyon le 23 octobre et immédiatement, la plus vaste opération de recherche et de sauvetage de l'histoire de la vallée de la mort fut déclenchée. Le 23 octobre 1996, au lever du soleil, la plus grande opération de recherche et de sauvetage jamais organisée dans le parc s'apprêtait à débuter. La découverte de la Plymouth Voyager abandonnée avait transformé une simple affaire de disparition en une course contre la montre. Tous savaient qu'après 3 mois passés dans le désert, il ne s'agissait plus d'une opération de sauvetage, mais de recherche de corps. Le Chena Lake Mountain Rescue Group arrive en premier, suivi par des pisteurs de l'Indian Wells Valley Search and Rescue Group. 8 unités équestres du Kern County Sheriff's Mounted Search and Rescue déployèrent des chevaux capables de couvrir les terrains que les véhicules ne pouvaient pas emprunter. Les équipes de recherche se dispersèrent à partir d'Anvil Canyon comme les rayons d'une roue, chacune étant chargée d'un secteur différent de ce paysage vaste et impitoyable. Dès le premier jour, les sauveteurs firent une découverte glaçante. À environ 2,7 km à l'est de l'endroit où la fourgonnette avait été trouvée, un membre du Chena Lake Mountain Rescue Group aperçut un élément qui n'avait pas sa place dans le désert naturel. Une bouteille de bière Bud Ice, à moitié enfouie dans le sable près d'un buisson rabougri. À côté, quelqu'un avait dégagé un promontoire dans la terre et laissé ce que les enquêteurs décrivirent plus tard comme une impression de siège de grande taille, preuve qu'une personne y était restée assise longtemps. La bouteille correspondait à celle découverte dans la fourgonnette, et son emplacement laissait penser qu'au moins un des membres de la famille allemande s'était dirigé vers l'est depuis le véhicule bloqué. Mais cette simple piste ne faisait qu'épaissir le mystère. Si les Allemands avaient marché vers l'est en quittant leur fourgonnette, où étaient-ils allés ensuite et pourquoi aucune autre trace n'avait-elle été retrouvée? Le deuxième jour, les efforts de recherche s'amplifièrent. Des équipes arrivèrent depuis le comté de Los Angeles, le comté de Nevada et le comté d'Inyo, Californie. 2 hélicoptères rejoignirent l'opération, leurs rotors battant l'air au-dessus du désert à la recherche du moindre signe de la famille disparue. Les zones explorées comprenaient davantage d'Anvil Canyon, des portions de Warm Spring Road, Butte Valley, Mangle Pass, ainsi que la piste reliant le canyon à la vallée principale. Les sauveteurs étaient des professionnels, beaucoup ayant des décennies d'expérience dans les opérations de sauvetage en milieu désertique. Ils savaient lire le paysage, repérer les signes subtils indiquant le passage d'êtres humains dans cet environnement hostile. Ils suivirent chaque chenal à sec, vérifièrent chaque grotte, examinèrent chaque abri potentiel où une famille désespérée aurait pu se protéger de la chaleur mortelle. Mais le désert ne dévoila aucun indice. Le 25 octobre, différentes équipes se déployèrent dans et autour de la vallée de la mort. Une équipe patrouilla entre Amargosa Canyon, Amble Canyon et Badwater Road. Une autre, venue de Victorville, inspecta le bord sud-est de la vallée. Un ranger du Bureau of Land Management, BLM, fouilla le versant ouest de Mangle Pass entre Berat et Barker Ranch. Une équipe du Lake Mutah, probablement Lake Mead, remonta depuis Anvil Canyon, franchit les montagnes et descendit dans Butte Valley. L'équipe d'Indian Wells scruta minutieusement les environs de Willow Spring au sommet d'Anvil Canyon. Un autre groupe, le CLMRG, commença au centre d'Anvil Canyon, puis chercha vers le nord et l'ouest à partir de là. Le 26 octobre, 4e et dernier jour de recherche, les équipes poursuivirent leurs recherches dans cet environnement désertique impitoyable. L'équipe du Parc national explora les zones au nord de Warm Spring Canyon et les anciennes mines alentours, lieu où une personne égarée aurait pu chercher un abri. L'équipe de Victorville se concentra sur le secteur de Striped Butte, dans la vallée, tandis que celle du Lake Mead arpentait la route de Warm Spring Canyon. Un ranger du BLM inspecta à nouveau le versant ouest de Mangle Pass et les pistes adjacentes, au cas où le groupe aurait tenté de rejoindre Berat. L'équipe d'Indian Wells prospecta les environs de Warm Spring Road et Westside Road après la découverte de traces de pas dans la région. Une nouvelle équipe venue d'Apple Valley fouilla Westside Road en direction du nord depuis Warm Spring Canyon Road,
pensant que la famille aurait pu chercher un abri par là. Deux hélicoptères survolèrent également toutes les zones autour d'Amargosa Canyon, y compris ses parties sud, mais les vents violents compliquèrent considérablement la recherche aérienne. Aucun nouvel indice n'ayant été découvert depuis la bouteille de bière retrouvée le premier jour, et sans aucun espoir de retrouver la famille vivante, la recherche officielle fut abandonnée. Un porte-parole du Parc national de la Vallée de la Mort déclara qu'environ 250 personnes avaient participé à l'opération. Selon lui, les équipes avaient travaillé de manière intelligente et ciblé les zones les plus probables, mais il n'y avait toujours aucun signe de la famille allemande disparue. L'affaire fut rangée, rejoignant les rangs des mystères non résolus américains. Peu à peu, des théories du complot émergèrent, chacune plus élaborée que la précédente. Certains suggéraient qu'Egerd Reimus tentait de rejoindre le China Lake Naval Weapons Center pour se procurer des informations classifiées sur la technologie de propulsion hybride. D'après cette théorie, la famille aurait été recrutée par un programme gouvernemental clandestin ou éliminée parce qu'elle aurait vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Cette hypothèse gagna en popularité en raison de la profession d'architecte d'Egger et de sa supposée fascination pour les technologies exotiques, mais les personnes qui le connaissaient rejetèrent ces spéculations comme le fruit d'imagination trop fertile. Egert était un homme de famille en vacances, pas un espion industriel. Une autre théorie affirmait que la famille avait orchestré sa propre disparition. Les collègues d'Egger se souvenaient de ses projets de s'installer au Costa Rica, de repartir à zéro dans un nouveau pays. Peut-être la vallée de la mort avait-elle été choisie comme lieu de disparition parce qu'elle était si reculée, si impitoyable que personne ne penserait à chercher des personnes supposées mortes là-bas. Mais cette théorie présentait aussi des incohérences. Pourquoi choisir de disparaître dans l'un des environnements les plus dangereux au monde? Pourquoi risquer la vie de deux enfants pour une mise en scène aussi complexe? Et comment 4 personnes, dont un enfant de 4 ans, auraient-elles pu garder un secret pareil pendant des années? Des hypothèses plus troublantes évoquaient un meurtre ou un acte criminel. Peut-être la famille avait-elle croisé sur sa route des malfaiteurs impliqués dans des activités illégales dans un désert reculé, fabricants de drogue, trafiquants d'êtres humains ou simplement individus dangereux considérant les touristes allemands comme une menace ou une opportunité. L'immensité vide de la vallée de la mort offrait en effet un cadre idéal pour faire disparaître toute preuve. Tom Mahood n'était pas un enquêteur professionnel. Il travaillait dans les secours et le sauvetage pour le comté de Los Angeles, quelqu'un qui comprenait à la fois la science de la survie et l'art de retrouver ce que d'autres avaient perdu. En 2009, 13 ans après la disparition de la famille allemande, il lut un article sur leur cas et ne put s'y résoudre. Ce qui frappa Mahood n'était pas seulement la tragédie de 4 personnes s'évaporant sans laisser de traces, mais aussi les incohérences logiques de l'affaire et la manière dont elle avait été traitée. Il aborde le mystère comme un ingénieur aborde un problème complexe, le décomposant en parties et analysant chaque élément avec un œil neuf. Mahood émit l'hypothèse que tout le monde avait cherché au mauvais endroit. En utilisant le guide en langue allemande trouvé dans la fourgonnette, il reconstitua l'itinéraire que la famille avait très probablement prévu de suivre. Le livret montrait un chemin vers l'ouest à travers Butte Valley et Mingle Pass, passant devant le tristement célèbre Barker Ranch, où les disciples de Charles Manson s'étaient autrefois cachés, puis vers le nord jusqu'à la ville fantôme de Berat, et enfin en direction du parc national de Yosemite. Les déplacements de la famille prenaient soudain tout leur sens lorsqu'on les regardait sous ce nouvel angle. Ils avaient quitté leur emplacement de camping à Anapa Canyon dans la matinée du 23 juillet et avaient pris la route vers le sud, en direction de Warm Spring Road, avant de tourner vers l'ouest. La piste leur avait sans doute semblé correcte au début, les encourageant à poursuivre vers ce qu'ils croyaient être la voie légitime vers leur destination suivante. Au camp de Warm Spring, ils espéraient probablement trouver quelqu'un pour leur indiquer l'état des routes à venir. À la place, ils ne trouvèrent qu'un camp minier abandonné. Ils signèrent donc le registre, puis poursuivirent leur route vers l'ouest. Lorsqu'ils atteignirent la cabane du géologue dans Butte Valley, ils espérèrent à nouveau y trouver quelqu'un pour obtenir des conseils. Ne rencontrant personne, ils prirent le drapeau américain en souvenir et se dirigèrent vers Mingle Pass. Mingle Pass se révéla cependant impraticable pour leur minivan. Le guide proposait une route alternative qui semblait prolonger la descente par Anvil Canyon
jusqu'à la vallée principale. Confrontés au choix de faire demi-tour ou d'emprunter ce raccourci, ils optèrent pour cette dernière option. L'analyse de Maoud différait en un point crucial de celle des sauveteurs officiels. Ils pensaient que la famille avait pris la direction du sud depuis la fourgonnette bloquée, et non vers l'est ou le nord, comme le supposaient les autres. Alors que la doctrine classique de recherche et sauvetage voulait que les personnes égarées tentent de revenir à leur dernier point connu comme sûr, Maoud soutenait qu'Egert Remy aurait regardé sa carte et vu la frontière nord de la base militaire de China Lake, à seulement 13 ou 14 kilomètres au sud. Pour un homme désespéré cherchant à sauver sa famille, une installation militaire aurait paru synonyme de salut. Des personnes sur place, de l'eau, des moyens de communication radio et la possibilité d'appeler à l'aide. Les collines entre la fourgonnette et la base n'avaient pas l'air infranchissables sur la carte, surtout pour quelqu'un qui ne comprenait pas la véritable nature du terrain de la vallée de la mort. Mahoud pensait que la famille avait passé au moins une nuit dans la fourgonnette, comme en attestaient les traces de déjection trouvées à proximité, puis avait fermé à clé le véhicule avant de s'engager vers l'est dans Anvil Canyon, jusqu'au point où fut découverte la bouteille de bière. De là, il s'était tourné vers le sud, dans l'espoir de rallier l'installation de China Lake, mais cet itinéraire n'avait jamais été fouillé de manière approfondie. Les recherches officielles l'avaient écarté, se disant que des voyageurs du désert expérimentés n'auraient jamais choisi une telle direction dans un terrain aussi inhospitalier. Or, les Allemands n'étaient pas des habitués du désert. C'étaient des touristes munis de cartes incomplètes et animés d'un besoin urgent de sauver leurs enfants. Fort de cette théorie, Maoud se lança dans sa propre recherche en 2009, 13 ans après la disparition de la famille. Il fut rejoint par les Walker, et ensemble, ils commencèrent à explorer le terrain aride et accidenté au sud-est de Gololawash, environ 13 kilomètres à partir de la fourgonnette abandonnée et à 6 kilomètres du grillage de la base de China Lake. Ce qu'ils découvrirent mit enfin fin à l'un des mystères les plus persistants des États-Unis et apporta un peu de paix aux familles qui attendaient depuis si longtemps des réponses. Le 12 novembre 2009, Tom Maoud et les Walker trouvèrent les restes de Cornelia Meyer, épars sur environ 150 mètres carrés de fond désertique. Son passeport et sa carte bancaire, portant sa photographie, confirmèrent son identité. Les Walker déterra une brosse à dents et un tube d'un genre de baume ou de dentifrice dans un petit talweg situé au nord-ouest du point de découverte. Ils mirent également au jour les restes d'une petite chaussure qui pouvait appartenir à une femme ou à un enfant. Un extrait de l'agenda quotidien de Cornelia fut retrouvé, garni de nombreuses cartes de visite des lieux où la famille avait séjourné lors de son voyage. Outre une bouteille de vin de 2 litres, ils découvrirent une bouteille transparente à environ 29 mètres en aval. Elle fut ensuite identifiée comme étant l'une des bouteilles de Budweiser provenant de la fourgonnette. Dans les jours qui suivirent, ils mirent également au jour les restes d'Egert Remy. L'emplacement correspondait exactement à celui prédit par la théorie de Maoud, dans un terrain si escarpé et isolé qu'il n'est guère étonnant que les recherches précédentes l'aient négligé. La famille s'était effectivement dirigée vers le sud depuis la fourgonnette bloquée, dans l'espoir de rallier la base militaire qui, en réalité, ne disposait probablement d'aucun personnel permanent et encore moins des moyens d'organiser un secours. Cette découverte mit définitivement un terme aux 13 années de spéculation et de théories conspirationnistes. Il n'y avait eu ni couverture gouvernementale, ni disparition simulée, ni manœuvre complexe. La famille avait simplement pris une série de décisions logiques qui les entraînèrent dans un piège mortel sans issue. Les recherches ultérieures permirent de retrouver d'autres restes, bien qu'il n'y ait pas eu assez de preuves ADN pour identifier formellement ceux des 2 enfants. Quoi qu'il en soit, le mystère des Allemands de la vallée de la mort était enfin résolu. Leur histoire est, au fond, une tragédie née de bonnes intentions et d'informations erronées. Une famille qui aurait dû vivre et qui devint victime de circonstances qu'elle n'avait pas pu prévoir et de dangers qu'elle ne pouvait pas comprendre. Mais leur histoire nous enseigne quelque chose de profond sur la nature humaine, sur la puissance de l'espoir face à l'expérience et sur les efforts extraordinaires qu'on est prêt à fournir pour découvrir la vérité. Egert Remy cherchait à faire découvrir à son fils et à l'enfant de sa compagne les merveilles de l'Amérique. Cornelia Meyer, elle, vivait l'aventure aux côtés de l'homme qu'elle aimait. Georges, 11 ans, découvrait un monde bien plus vaste que sa petite ville allemande.
Quant à Max, 4 ans seulement, il suivait simplement le mouvement, faisant confiance aux adultes pour veiller sur lui. Lorsque leurs vacances se transformèrent en cauchemars, ils prirent des décisions qui, sur le moment, semblaient logiques. Ils tentèrent de trouver un itinéraire alternatif quand leur premier chemin s'avéra impossible. Ils cherchèrent à atteindre ce qu'ils croyaient être un endroit sûr une fois leur véhicule bloqué. Ils marchèrent vers ce qui apparaissait sur leur carte comme un refuge, sans se douter qu'ils s'engageaient vers un véritable enfer. Chaque décision prise isolément avait du sens, mais, mises bout à bout, elles les entraînèrent vers la tragédie. Pourtant, les véritables héros de cette histoire sont ceux qui refusèrent d'abandonner. Tom Mahode et Lee Walker consacrèrent d'innombrables heures à étudier l'affaire, arpentant des terrains dangereux et suivant les pistes logiques que les enquêteurs officiels avaient écartées. Leur persévérance apporta enfin des réponses à des familles qui attendaient depuis plus d'une décennie. Les proches allemands à Dresde purent enfin organiser des cérémonies commémoratives, certains de ce qu'il était advenu de leurs êtres chers. Le mystère qui les hantait depuis 13 ans fut finalement élucidé, leur permettant de faire leur deuil correctement et d'entamer le processus de guérison. Par la suite, Mahoud exprima sa frustration face au manque de coopération de certaines autorités, soulignant que sans ses efforts et ceux de Walker, les restes n'auraient peut-être jamais été retrouvés. Leur succès, là où les professionnels avaient échoué, montre combien la ténacité et un regard neuf peuvent être déterminants pour résoudre des affaires non élucidées. Cette affaire rappelle aussi, de façon saisissante, les dangers des zones sauvages aux États-Unis. La vallée de la mort est d'une beauté à couper le souffle, mais c'est aussi l'un des environnements les plus impitoyables de la planète. Chaque année, des visiteurs mal préparés sous-estiment ces dangers et se retrouvent en situation de vie ou de mort. Les leçons à en tirer sont claires. Emportez toujours suffisamment d'eau et de nourriture quand vous pénétrez dans le désert. Utilisez un véhicule adapté au terrain que vous comptez emprunter. Informez des proches de votre itinéraire prévu avant de partir. Munissez-vous de moyens de communication et sachez vous en servir. Et surtout, ne vous fiez pas uniquement à des cartes qui peuvent ne pas refléter l'état réel des routes ou des dangers. Les Allemands de la vallée de la mort sont entrés dans le folklore américain. Leur histoire est racontée et racontée encore, tantôt comme une mise en garde, tantôt comme un témoignage de la force de l'espoir. Leur tragédie nous rappelle que chaque dossier de disparition concerne de vraies personnes, avec de vraies familles, qui méritent moins des réponses, peu importe le temps qu'il faut pour les obtenir. Le désert garde bien des secrets. Celui-ci, enfin, a été révélé. Mais parfois, quand l'espoir semble perdu et que les réponses paraissent impossibles, c'est l'esprit humain qui se montre plus fort que le désert lui-même.